qui nous tient à cœur, et le nouveau bâtiment Sinox. On va dérouler le webinaire et à partir de là, vous pouvez poser des questions et au fur et à mesure, on accumulera les questions et on répondra aux questions si on a le temps à la fin du webinaire. Sinon, on reviendra vers vous par mail si vous nous laissez bien évidemment vos contacts. Donc, on va démarrer nos webinaires. Merci à tous de vous connecter et bienvenue. Aujourd'hui, le thème, c'est le bâtiment connecté, un domaine en plein essor, comme vous le savez, hein, c'est aussi votre métier, et qui se révolutionne de jour en jour. Et aujourd'hui, Sinox va vous parler de son nouveau bâtiment. Donc, on est en train de construire un nouveau bâtiment et on va vous expliquer les différentes étapes et quels sont les différents enjeux et quels sont les différents challenges pour rendre le bâtiment le plus connecté possible et répondant à tous les challenges, que ce soit l'efficience énergétique et l'exploitation. Donc, je suis ravi d'être accompagné de deux experts de renom dans ce domaine. Donc, merci à Christophe, représentant de BETEM, qui est notre précieux partenaire pour la construction de notre bâtiment connecté, ainsi que Jérôme Fenwick, notre cofondateur et CTO chez Sinox, qui va nous éclairer sur les rouages justement de ce projet ambitieux. Donc, sans plus attendre, on va démarrer. L'idée, c'est que je pose des questions et Christophe ainsi que Jérôme vont répondre à ces questions. On va discuter du projet, qui est un projet quand même avant-gardiste, et sa volonté justement constante d'innovation, parce que ça va être un bâtiment qui repart de zéro. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des bâtiments qui sont rétrofits, bien évidemment. Et l'idée, c'est d'essayer de rentrer dans le détail du démarrage de la construction jusqu'à l'exploitation. Donc, sans plus attendre, on va démarrer par une petite phase de questions. Christophe, déjà, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et dire quelle est votre mission, que fait BETEM, qui est BETEM, et comment vous accompagnez Sinox aujourd'hui. Alors, BETEM, moi, je représente l'agence de BETEM de Montpellier qui intervient sur ce projet, puisque c'est un projet qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. BETEM, c'est un bureau d'études, d'ingénierie générale, qui accompagne les maîtrises d'ouvrage qui ont des projets à différents niveaux, soit en études techniques, soit en assistance à maîtrise d'ouvrage, soit en maîtrise d'œuvre, soit tous ces vecteurs d'accompagnement de projet, associés. Sur l'opération, on intervient à deux niveaux. En phase étude, on a fait l'ingénierie générale de conception pour concevoir et dimensionner les parties très techniques des ouvrages. Et puis actuellement, on est passé dans la phase de réalisation là, depuis quelques mois. Donc on assure la maîtrise d'œuvre d'exécution, donc la direction de chantier et la surveillance des travaux. Très bien. Merci pour l'introduction. On va parler du bâtiment, mais tout d'abord aussi, Jérôme, si tu veux t'introduire. Ouais. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jérôme Fenwick, je suis le cofondateur de Sinox et puis voilà la maîtrise d'ouvrage sur la construction de ce bâtiment. Effectivement, c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps et je vais expliquer pourquoi et surtout comment on s'y est pris. Justement, quels sont les objectifs de ce projet et comment Sinox perçoit cette construction aujourd'hui? Alors, les objectifs de ce projet, c'est déjà un besoin assez ancien, une envie depuis longtemps d'avoir un bâtiment à notre image et adapté à nos usages, à notre manière de fonctionner. C'est vrai que quand on est dans un bâtiment assez cloisonné, sur lequel on n'est pas intervenu sur la conception, la réalisation, on a toujours du mal un petit peu à s'adapter et adapter les usages. Après, forcément, on avait aussi besoin d'espace, sinon ça a beaucoup grandi. On a doublé de taille avant et après le Covid. Et puis on va continuer à grandir. Donc, il nous fallait aussi quelque chose pour se projeter et projeter notre croissance dans ce bâtiment-là. Donc, c'est vraiment aussi un besoin de mètres carrés pour continuer à accueillir nos équipes. Et puis derrière aussi, c'est un formidable moyen aujourd'hui pour nous de se dire, nous on intervient sur déployer des équipements connectés dans le building et dans d'autres domaines. Et c'est vrai qu'on a toujours on sait faire arriver sur des bâtiments existants et puis mettre en place des capteurs pour les connecter et assumer des cas d'usage. Mais c'est toujours compliqué de venir en début de chaîne et de dire comment on pourrait concevoir ce bâtiment pour l'équiper nativement et le rendre communicant
pour pouvoir optimiser tous les usages, toute la gestion d'énergie, enfin voilà, tous les cas d'usage qu'on va voir tout à l'heure. Et on s'est dit, là, il n'y a rien de mieux pour nous. C'est vraiment une expérimentation à grandeur réelle sur laquelle on va pouvoir comprendre aussi les difficultés de nos clients parce que on rêve tous d'un bâtiment totalement connecté, en 3D, etc. Mais pourquoi on n'y arrive pas et comment on va faire et comment on va s'y prendre dès le début pour y arriver. Tout à fait, tout en sachant que chez Synox, on fait quand même beaucoup de rétrofit. On est habitué à venir connecter des bâtiments. On travaille quand même avec pas mal de bailleurs sociaux. On vous a rencontré justement hier. Et l'idée aujourd'hui, c'est de démarrer vraiment from scratch dès le départ. Cette collaboration entre Synox et BTM, donc une question pour vous, Christophe. Comment pouvez-vous nous parler de l'approche et de la vision pour le bâtiment Synox? Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, peut-être chez vous, chez BTM. Alors, nous, c'est nouveau dans la mesure où finalement, la volonté programmatique du maître d'ouvrage, elle était destinée pour lui à expérimenter, comme l'a dit Jérôme, et à suivre en fait l'ensemble des capteurs et des informations qui vont équiper le bâtiment. Alors, c'est des choses qu'on trouve généralement, quand même, parce qu'on a, nous, au travers des gestions techniques centralisées, des GTC ou des GTB, équipés un certain nombre de bâtiments, mais finalement, c'était une boîte noire qu'on livrait à un maître d'ouvrage qu'on ne connaissait pas forcément et dont on ne savait pas quel usage il allait en faire. Et là, ce qui est sans doute très nouveau et très novateur, c'est que l'usager qui programme et qui exprime son besoin, qu'on essaye de traduire techniquement et qu'on traduit techniquement dans les faits, dans l'équipement du bâtiment, finalement, c'est pour son usage, donc une interaction continue, tant en phase conception qu'en phase réalisation, de ce besoin, de la manière dont il est mis en œuvre. Et puis demain, j'espère qu'on verra comment on pourra voir comment le bâtiment vit en fait ces capteurs. Et ça crée finalement des niveaux de dialogue qui sont nouveaux. Parce qu'il y a des échanges entre des niveaux techniques et des définitions technologiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder avec les mêmes interlocuteurs en phase chantier. Parce que on est dans l'interaction entre deux mondes, entre le monde de la construction, où on est sur des manières de faire qui sont quand même très anciennes, même si la réglementation évolue, et puis le monde du réseau et de l'informatique avec son propre langage, ses propres procédures et ses propres technologies. Et sur le chantier, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui peuvent dialoguer sur ces différentes couches d'échange, c'est du niveau d'échange. Merci pour ces éclaircissements. Jérôme, donc la balle est dans ton camp. Quelles sont les différentes étapes de la construction d'un bâtiment connecté? Et si on parle en termes d'étapes aussi, où en est Synox aujourd'hui au niveau de son bâtiment? Sans trop teaser, bien évidemment. Ouais. Mais, si on est dans le dur, donc c'est effectivement les étapes de la construction. C'est Christophe qui nous a beaucoup appris à ce sujet. C'est vrai que nous, c'est notre premier bâtiment. Donc, il y a initialement l'étape de programmation. Il faut trouver le terrain, trouver les moyens, le financement, etc. Donc, il y a toute la programmation du chantier, du projet. Il y a la phase de conception, de réalisation de cahier des charges. Donc, c'est là où nous, on est venu très en amont positionner ce bâtiment comme un bâtiment connecté, orienté jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on sur la globalité du projet, il y aura vraiment à avoir cette conception 3D du bâtiment pour tout positionner dans le bâtiment et avoir des certitudes et positionner tous les équipements actifs et pour pouvoir ensuite le transposer et pour pouvoir l'exploiter, parce que c'est souvent une des plus grandes difficultés, c'est quasiment toujours, Christophe en a parlé, pas les mêmes personnes qui construisent le bâtiment, les mêmes personnes qui l'exploitent et les mêmes personnes qui les utilisent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette chance un petit peu exceptionnelle de se dire, finalement, on est notre propre promoteur, même si on s'entoure de personnes traditionnelles du bâtiment, mais voilà, et derrière, on va l'exploiter, certainement avec des contrats d'exploitation, de maintenance, etc. Et puis on va être dedans, on va l'utiliser. Donc on sait ce qu'on veut au bout et on est revenu en arrière et dès la conception, on a imposé, et donc c'est un peu compliqué. Les acteurs traditionnels, comme disait Christophe, nous regardaient avec des gros yeux, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Donc il a fallu un petit peu se battre pour amener et conserver cette vision tout au long du projet avec les architectes,
avec les acteurs traditionnels du BTP, le gros œuvre, etc. Pour dire, on veut une conception 3D qu'on va être capable et qu'il va falloir faire vivre tout au long du projet. Donc ça, voilà, on a travaillé ça dès la conception. Et puis après, il y a la phase de réalisation où il faut continuer à conserver ces plans 3D. Les plans 3D, ils varient tous les jours, hein, Christophe. Toutes les semaines, non, tiens, la gaine, là, ça passe pas tel que ça a été prévu. Et là, on n'avait pas vu qu'en 3D. Enfin, voilà. Donc là, et le plus dur, c'est de conserver cette modélisation, cette conception pendant toute la durée du chantier pour derrière, finalement, en fin de chantier, et c'est souvent ce que nous disaient les clients, on ne se lance pas dans des projets 3D parce que de toute façon, c'est immaintenable parce que pendant la phase de construction, personne ne le suit. C'est très dur en tout cas que le plombier qui est en train de dire non, finalement ça passe par là, je vais le faire passer par là. C'est très dur de maintenir et on se retrouve avec des plans faux et ça, il n'y a rien de plus terrible. Ouais. Donc c'est ce qu'on et on comprend du coup là, et on touche du doigt la complexité et les problèmes qu'on peut rencontrer dans ce passage entre les deux mondes à ce moment-là, quoi. Voilà. Et donc c'est sûr, c'est quelque chose d'assez fort et donc et justement on a pu dans cette conception déjà anticiper tous les cas d'usage, tout le positionnement des équipements actifs, des capteurs, des sondes, des actionneurs, etc. D'avoir prévu dans tout le découpement de l'appel d'offres tout ce qui va être nécessaire à être mis en œuvre. Donc, c'est vraiment un gros projet. Donc, il reste derrière nous la phase de réception et puis le passage en exploitation. C'est-à-dire, voilà, maintenant, là, aujourd'hui, on est plutôt sur la finalisation du second œuvre. Donc, on va commencer à aller amener les équipements actifs, à les mettre en œuvre, réceptionner tout ça et puis mettre en place une première version de l'exploitation. Donc, avec aujourd'hui un building operating system qui va être capable d'interopérer tout ce qui va être connecté sur les systèmes de chaleur, d'ouverture, de sécurité, voilà, j'en passe, et là, de gestion de bornes de recharge, voilà, tout ce qui peut être connecté sur le bâtiment. Et on sait que derrière cette phase d'exploitation, il y a la vie du bâtiment et l'itération autour de ça, parce que voilà, les usages, aujourd'hui, on a une vision à un instant T des usages. Les usages, ils changent. Ce qu'on a pensé, il faut savoir le remettre en question. Et donc, on va essayer d'appliquer aussi ce principe d'agilité qui nous est cher sur la gestion de la vie du bâtiment. Il reste évolutif, ce bâtiment. Et la donnée qu'on va pouvoir récolter, justement, va pouvoir se faire vite déjà sur notre plateforme. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais vous savez, peut-être qu'on est éditeur et intégrateur de solutions IoT. C'est à la base de notre métier. Hein, on n'est pas promoteur. Et ça fait une très bonne transition sur ce que tu disais, Jérôme. C'est une question pour Christophe et Jérôme au niveau des obstacles. Donc, quels sont les différents obstacles majeurs aujourd'hui pour rendre justement sur les différentes étapes dont vous avez parlé? Déjà pour Christophe, qu'on peut s'attendre pour mettre en place un bâtiment connecté. Quelles sont les différentes, on va dire, difficultés qu'on peut avoir? Donc, on a parlé par exemple de l'exemple du plombier, mais aujourd'hui à l'exécution, si on parle de vraiment en grand titre, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nous, les difficultés, il y a les difficultés liées à la construction d'un bâtiment. Oui. Déjà, donc ça, la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'on a lancé l'appel d'offres dans un contexte économique très inflationniste, et c'est vrai que on a dû retravailler le projet pour le faire rentrer dans une équation économique, tout en maintenant l'ambition technique. Tant en termes de fonctionnalités, telles qu'elles ont été décrites par Jérôme, qu'en termes de confort d'usage derrière. Donc ça, il y a eu un gros travail avec finalement une évolution du projet qui s'est faite un peu en parallèle du démarrage des travaux pour finalement aboutir à quelque chose qui reste malgré tout très ambitieux, même s'il y a eu des arbitrages qui ont été faits. Et puis après, le côté connecté, ça veut dire qu'il faut anticiper un certain nombre de positionnement de capteurs. Hein. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec la difficulté du langage, finalement, où on va parler un langage de protocole d'échange d'informations, finalement, au plombier ou à l'entreprise, sans que ça soit péjoratif, qui lui est plus dans une problématique de savoir où il pose son tuyau,
ou sa gaine. Et finalement, la notion de protocole, elle lui échappe complètement. Et cette question qui peut être posée en phase chantier, qui attend une réponse immédiate parce que le chantier avance et il faut savoir où on pose le tuyau, elle peut venir en conflit avec finalement le chemin de câble qui, lui, va supporter le câble, qui va transporter l'information qui est indispensable pour faire fonctionner l'unité de traitement d'air qui est positionnée à proximité. Voilà. Donc ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de dialogue à différents niveaux. On a fait toute une conception sur le processus BIM qu'on a fait vivre dans le cadre de la synthèse, donc qui a mis au point en fait et qui a continué à définir en fait très précisément le projet au travers de la maquette BIM qui sera derrière destinée à être utilisée en phase d'exploitation. Mais la maquette BIM, c'est une maquette 3D qui est dans un ordinateur, mais qui ne se traduit pas immédiatement et forcément en termes de plan, 2D, papier, imprimé sur le chantier dont a besoin le chef de chantier. Et donc la difficulté, elle est là. C'est d'arriver à traduire finalement toute cette conception à l'aide d'outils très performants qui permettent de rentrer dans des niveaux de définition, de détail, d'ingénierie technique très poussés, et de les retraduire de manière très opérationnelle, finalement, aux personnes qui sont essentielles dans le monde de la construction, qui sont ceux qui réalisent. Ce sont les compagnons qui ont besoin de savoir ce qu'ils vont faire de manière très précise et qui le voient au travers de plans. Voilà. Donc, la difficulté, je pense qu'elle est là, elle n'est pas nouvelle, hein, je pense qu'elle est réelle sur l'ensemble des opérations, et donc ça nécessite vraiment un travail d'animation, d'accompagnement de tous les acteurs. La maîtrise d'ouvrage est très présente dans cette opération et on voit bien que ça facilite un certain nombre de prises de décision qui ont besoin d'être rapides en phase chantier. Le temps de l'indécision est plus possible, donc il faut prendre des décisions rapides parce que le chantier avance et on a tous pour objectif de livrer avec le niveau de qualité attendu et dans les délais. Okay. Merci. Justement, on voit vraiment la différence entre un plan 3D et l'exécution. C'est tout à fait les challenges. Après, vous dites que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, il y a une difficulté supplémentaire quand même d'animer pour pouvoir mettre en lumière entre un bâtiment qui va être connecté, parce qu'on va utiliser quand même des nouveaux capteurs, des nouveaux protocoles, et l'exécution et la construction. Ça en vient justement aux différents cas d'usage. Donc, on pourra parler des obstacles, Jérôme. Je vois que le temps file, donc on va peut-être un peu accélérer. Et on va parler des cas d'usage concrets mis en pratique dans ce futur bâtiment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces différents cas d'usage et quelle est la place aujourd'hui de la performance énergétique dans ce projet? Ok. Alors, on va pas tous les détailler. Effectivement, les principaux cas d'usage. Alors, c'est un bâtiment qui s'inscrit aussi dans une démarche de certification de bâtiments durables en Occitanie, hein, qui est assez exigeante justement sur la maîtrise de l'énergie et puis la maîtrise des matériaux en construction, le niveau d'isolation, etc. Donc pour nous, il est important de le mesurer parce que on sait bien d'avoir une certification à un instant T, mais on sait que c'est notre métier tous les jours, c'est ce qui ne mesure pas, on va avoir du mal derrière à le réceptionner et puis derrière à voir s'il y a une dégradation dans le temps de cette économie énergétique ou des usages qui peuvent faire que on va aller à l'encontre. Par exemple, le bâtiment va être équipé de panneaux photovoltaïques et il va y avoir des bornes de recharge pour la flotte de véhicules hybrides électriques de Sinox. L'idée, c'est de se dire, on ne va pas charger les véhicules pendant la nuit, on va charger les véhicules quand on aura de la puissance disponible sur le réseau électrique. Donc, c'est d'asservir effectivement le réseau de bornes de recharge à la capacité de production et de fournir aussi par rapport aux charges des véhicules, parce qu'on est aussi assez présent dans la partie télémétrie, de pouvoir aussi notifier aux utilisateurs qui ont fini de charger leur véhicule ou qui ont une charge suffisante pour les futurs trajets, de pouvoir donner accès aussi aux bornes de recharge pour les véhicules qui en ont besoin. Il y a toute la gestion aussi, je dirais, de l'énergie absorbé et restitué par le bâtiment. Donc, on est dans le sud de la France, donc les bâtiments, ils chauffent beaucoup en été. Et donc, c'est aussi d'avoir une maîtrise raisonnée de la climatisation. Donc, on a mis en place tout un système d'asservissement des ouvrants, des stores occultants, etc., par rapport à une station météo, par rapport à l'ensoleillement, par rapport aux prévisions. Donc, voilà, le bâtiment est capable de s'auto-gérer pour dépenser le moins de calories et d'énergie à le rafraîchir en été, à le chauffer en hiver. Donc ça, c'est toute
tous ces scénarios-là qu'on arrive à modéliser, à automatiser grâce à l'automatisation de l'ouverture des ouvrants, grâce à la centrale météo qu'on aura sur le toit, grâce à la mesure de l'énergie, à la capacité aussi des stations photovoltaïques à optimiser le chaud et le froid durant la journée. C'est un bâtiment tertiaire, donc qui sera peu utilisé la nuit, donc aussi il faut savoir gérer ça, pas chauffer inutilement la nuit, détecter les ouvertures de fenêtres, s'il y a de la clim ouverte, etc. Donc voilà, c'est toute cette gestion globale de l'énergie. On a un jardin, donc il y a aussi la ressource en eau qui va être importante à surveiller. Donc bon, c'est tout le choix de la conception des natures, des essences d'arbres, tout ce qui est limitation de l'artificialisation du sol, tout en ayant quelque chose de vert, etc. Donc, et de maîtriser cette consommation d'eau, donc de la mesurer, de gérer les alertes, etc. Parce qu'on a aussi l'habitude de faire. Fuites, par exemple. Voilà, donc détecter les fuites, détecter aussi l'utilisation, la production d'eau chaude. Voilà, donc toute cette partie énergie du bâtiment. Il y a tout le contrôle d'accès. Effectivement, on a du support sur des grands comptes, sur des capacités critiques, etc. Donc, on a tout le contrôle d'accès aux cellules un peu critiques du bâtiment. On a du stock de matériel, voilà, il y a des choses qu'il faut surveiller. Donc, il y a aussi cette interaction avec des systèmes connectés qui sont amenés par des tiers. Donc, ça, c'est aussi quelque chose sur lesquels on a l'habitude de travailler et sur lesquels on évolue, et le bâtiment nous permet de nous faire grandir. Donc voilà, on s'intègre avec des majeurs, des acteurs majeurs de la sécurité dans le bâtiment grâce à la construction de ce bâtiment. Voilà, la gestion des places de parking, on est dans une ville de Montpellier où la politique du véhicule pour venir au travail, pour accéder à la ville est un peu a changé, on va dire. Donc on a un nombre de places de parking qui est limité. On a une politique RSE où on facilite aussi les modes doux, etc. Donc c'est savoir aussi gérer ces places de parking qui vont être connectées, savoir ouvrir aussi le portail que quand la place de parking et les places de parking sont accessibles, sont réservées. Donc voilà, il y a toute cette intelligence aussi qui va être amenée au bâtiment. Merci beaucoup, Jérôme. J'en viens justement à Christophe. Est-ce que vous pouvez nous parler sur l'importance justement de la performance énergétique aujourd'hui et quels sont les moyens mis en œuvre du côté BETEM pour atteindre cette performance-là? Alors, la performance énergétique, je dirais, aujourd'hui, c'est un incontournable des projets de construction de par la réglementation. Je dirais maintenant, la réglementation pour les bâtiments neufs évolue, intègre des exigences après des périodes d'adaptation qui laissent le temps aux concepteurs de prendre en compte ces changements et puis aux industriels de proposer des technologies qui sont de plus en plus performantes. Et puis, je dirais, sur ce projet en particulier, l'ambition affichée était très forte, puisque, comme l'a dit Jérôme, on inscrit le projet dans une démarche qui est la démarche BDO Bâtiment Durable Occitanie, dans laquelle on va analyser en fait le projet de construction, tant en phase conception qu'en phase réalisation, au travers de plusieurs critères, dont le critère de la performance énergétique, donc avec un objectif qui est défini. Et nous, notre rôle là-dedans, c'est d'objectiver finalement avec des outils qui sont mis à disposition, de calcul, de simulation, et les réponses techniques associées, de donner des réponses techniques à un objectif de performance qui est défini. Donc ça, c'est tout le travail du concepteur. Derrière ce travail de concepteur, il y a l'exigence du maître d'ouvrage de vouloir en fait mesurer cette performance dans le cadre de son hyperviseur, enfin de sa gestion technique centralisée qui sera mise en place, et donc d'interconnecter finalement les systèmes au niveau du suivi de cette performance pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de dérive dans la durée, puisque nous, les différents calculs sont issus de simulations théoriques, et derrière, il va bien falloir confronter la réalité de la théorie avec la pratique et l'usage du bâtiment. Et donc l'ensemble des capteurs qui ont été mis en place, définis, vont remonter l'information qui permettront de piloter et d'agir après sur les systèmes pour
corriger ce qu'il y aura à corriger, vérifier que la performance est là. Si elle n'est pas là, de comprendre pourquoi elle n'est pas là, et puis de mettre en œuvre les actions correctrices. Donc nous, on sera plus là parce que notre mission va s'arrêter je dirais, après la réception, enfin après l'année parfait achèvement, hein, qui est prévu, je dirais, dans les différentes dispositions d'accompagnement de la maîtrise d'œuvre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le bâtiment est pensé dans son équipement de capteurs pour permettre de suivre cette performance dans la durée. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier lié à ce bâtiment. Et toutes ces données qu'on va devoir confronter à la théorie vont être obligées justement d'être visualisées quelque part, et on revient justement aux différents utilisateurs. Une question pour toi, Jérôme. Qui seront les utilisateurs finaux de cette donnée et comment on va les collecter et comment on va interagir avec notre bâtiment? Okay. Donc on me fait signe en régie qu'on est récrac, donc je vais répondre vite avant de passer aux questions. Les usagers, ça va être effectivement toutes les personnes de Sinox, tous les collaborateurs qui vont venir au quotidien profiter du bâtiment. Donc il va y avoir effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, mais ce qu'on ne veut pas, c'est que l'automatisation prenne le pas sur le confort des occupants. Donc c'est effectivement de leur donner des possibilités à travers en particulier une application mobile qu'on est en train de concevoir et d'intégrer dans notre offre Smart Building, de pouvoir piloter le bâtiment, de pouvoir changer la luminosité, la climatisation, etc. Voilà, avec des garde-fous, etc., des règles de sécurité, pas s'amuser à mettre le chauffage à fond dans mon bureau, par exemple, mais avoir quelques garde-fous, etc., et avoir de la souplesse et revenir à de l'automatisation sur des séquences assez rapides. Et puis, il y a toute la partie exploitant aussi. C'est-à-dire, effectivement, on va avoir des contrats de sous-traitance pour gérer le chauffage. On a un ascenseur. Donc, voilà, on connecte tout ça aussi pour pouvoir alerter et prévenir de la panne ou des dysfonctionnements pour que ce soit traité au plus vite. Donc, voilà. Donc, il y aura tous les utilisateurs de Sinox. Oui. Et on va pouvoir exploiter cette donnée sur notre plateforme. Et on peut donner aussi tout type de niveau d'accès. Enfin, cet accès-là, on peut donner à tout type de personnes, un nouvel exploitant, par exemple. On peut donner même une date d'expiration, de ce que je comprends. C'est-à-dire que l'utilisateur peut avoir une granularité, nous, très fine, où on peut donner accès à quelqu'un qui doit intervenir sur une intervention d'une maintenance sur une journée. Il a le droit de rentrer dans le bâtiment quand il arrive. Il a le droit d'accéder à ce dont il a besoin d'accéder. Et voilà. Il a le droit d'intervenir sur un automate, de le manipuler, que s'il a le droit de le faire pendant cette période. Très bien. Bon, malheureusement, le temps file. On arrive à la conclusion. Donc, merci aux deux intervenants de l'exception de nous avoir éclairés sur et le partage surtout d'expertise, parce que on a deux visions quand même qui sont en totale synergie, mais qui sont différentes entre on va dire le gros œuvre, le chantier, la théorie de la mise en pratique et directement après l'exploitation de la donnée et l'utilisation de différents types de protocoles. Donc, on voit que les bâtiments aujourd'hui, ils se modernisent d'une manière générale, et on est sur une nouvelle ère, en fin de compte, des bâtiments connectés. Et Sinox est fier, en tout cas, de démarrer ce challenge-là. On va voir ce que ça donne quand il sera réceptionné. Si vous voulez, on peut passer à la phase de questions. Je ne sais pas s'il nous reste encore quelques minutes. Hop. S'il te plaît. Vous opérez sur du neuf, mais est-ce que vous opérez aussi sur des bâtiments existants? Oui. Oui, on avait répondu à ça. Ouais, donc historiquement, on intervient plutôt sur des bâtiments existants en apportant des objets connectés qu'on vient positionner de manière en général autonome sur des chaufferies, sur des VMC, sur des ascenseurs, sur des ouvertures, etc. pour pouvoir collecter le maximum de données. C'est toujours plus compliqué sur le bâtiment existant de venir piloter le bâtiment. Oui. Parce que s'il n'y a pas des choses qui ont été nativement pensées, c'est plus compliqué. Mais voilà, nous, le challenge, c'est plutôt de passer sur du neuf avec des offres. On parlait de GTB, de GTC, d'être sur quelque chose qui soit accessible, l'équivalent de la GTP, de la GTC, qui est aujourd'hui plutôt orienté sur un contrôle local du bâtiment, de passer sur une plateforme globale de device management au niveau du building pour pouvoir gérer un parc de bâtiments à partir du SaaS et d'avoir une homogénéité de scénarios pour les administrer. Et l'infrastructure, généralement, que ce soit d'un bâtiment neuf ou d'un bâtiment, on va dire, rétrofit existant,
On a un écosystème qui est déjà existant, donc il va y avoir plusieurs exploitants, on va avoir plusieurs plateformes aussi. Icinox s'intègre justement dans cet écosystème. On ne vient pas, on va dire, perturber l'écosystème existant. On vient juste ajouter une couche qui permet d'homogénéiser et d'agréger tout type de données. Donc, on va parler, comme on a dit, de VMC, de chaudières, de pompes, de compteurs d'appoint, de pompes à chaleur, etc. Et on va pouvoir exploiter cette donnée-là et la pousser vers qui de droit, que ce soit sur des univers métiers pour avoir de l'exploitation, pour avoir des facility managers qui vont gérer leur contrat d'exploitation avec les différents bailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que là, voilà, on est plutôt adressé à vous en tant que bailleur social. Et quelque chose aussi d'important, c'est de pouvoir avoir une donnée qui est sécurisée, parce qu'il faut savoir que voilà, ces données-là sont sur des flux qui sont quand même sécurisés. On a la possibilité de travailler sur un univers qui est local ou un univers qui est cloudé, mais qui est souverain français. Et la deuxième couche que j'aimerais aussi ajouter en termes de plateforme, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un écosystème qui n'est pas cloisonné. Donc, il est vraiment évolutif. On parle de réversibilité, on parle de propriété de la donnée qui est pour vous. L'idée globale, c'est d'essayer de mettre en place une plateforme chez les bailleurs sociaux en rétrofit qui permettent justement de devenir propriétaire de leurs données, de pouvoir exploiter un bâtiment et d'en dégager directement des ROI donc des performances entre un bâtiment qui est non connecté et un bâtiment qui devient connecté. Et ensuite, on va pouvoir répondre à tout ce qui est enjeux comme des fuites, comme des niveaux. On va pas rentrer dans les détails, mais je crois que vous connaissez déjà pas mal de problématiques sur tout ce qui est rénovation, les VMC, etc. Je ne vois pas d'autres questions. Non, je ne vois pas. De toute façon, il y a le lien sur le chat pour rentrer en lien avec Walid si vous le souhaitez, si vous avez des questions a posteriori, si vous voulez des démonstrations, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à parcourir justement notre site web si vous voulez avoir plus d'informations, à nous contacter. Merci encore une fois à Christophe et merci à Jérôme pour votre temps. Et si vous voulez rentrer en contact avec nous, voilà, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers le replay ou à travers le site web directement. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.